Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Tiens, une piscine ou un hôtel, ça doit consommer pas mal d'énergie, non? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Combien consomme une piscine comme celle du Nid du Crot et comment réduire cette consommation? S'intéresse-t-on à la consommation d'électricité dans un festival musical comme Festineuch? Et existe-t-il des hôtels particulièrement concernés par les économies d'énergie? Pour mener notre enquête, allons faire un plouf du côté des piscines du Nid du Crot à Neuchâtel. Pourquoi les piscines du Nid du Crot? Parce que depuis quelques années, des mesures d'économie d'énergie ont été mises en place. Le complexe inauguré en 1990 regroupe un bassin de 50 mètres en plein air, un bassin de 25 mètres couvert, des plongeoires, des bassins ludiques, des pataugeoires et des toboggans. Près de 250 000 personnes ont fréquenté ces installations en 2015. Notre premier témoin, Mathieu Segala, va nous donner plus de détails sur ces mesures d'économie d'énergie. Alors en électricité, à l'année, on consomme entre 1 million et 1 million 100 000 kWh. Ça représente la consommation de 280 ménages. Il faut savoir que depuis la construction des piscines, il y a 26 ans, on a réduit cette consommation de 500 000 kWh par an. D'accord. Alors, par plusieurs mesures, il y a des petites mesures, tout simplement de changer des interrupteurs en capteurs. En 2001, on a installé des ouvrants sur les façades des piscines intérieures qui permettent de réduire la puissance de ventilation d'air frais. Et on a modifié le système d'éclairage des vestiaires intérieurs. En 2015, on a installé sur le toit de la piscine intérieure 734 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et puis actuellement, on analyse la possibilité de chauffer l'eau des sanitaires, voire celle des bassins, par l'installation de panneaux solaires thermiques. Alors bien entendu, on consomme beaucoup d'eau dans une piscine. Combien? L'eau, à l'année, la consommation, c'est entre 70 et 80 000 m3 d'eau. Donc là, on parle d'eau fraîche, d'eau neuve, d'apport d'eau neuve. Un baigneur coûte 30 litres par jour. D'eau fraîche. D'eau fraîche. Il y a aussi une consommation de gaz dans une piscine parce qu'il faut la chauffer. Oui, tout à fait. Donc en 2013, on était à 3,5 millions de kWh par an. Et puis on est à 2,5 millions en 2015. Pourquoi? Parce qu'on a rénové le système de régulation de température des bassins. On a installé et on a mis en fonction un nouveau bloc de ventilation pour toute la halle des bassins de la piscine intérieure et qui a eu une influence énorme. Chaque baigneur consomme 30 litres d'eau, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que aussi ces baigneurs pourraient faire des petits gestes à leur niveau pour éviter de consommer trop? Alors oui, tout à fait. Alors ne pas se baigner, non. L'impact le plus grand, c'est de prendre une douche savonnée avant le premier plongeon. Ça évite pas mal de choses, notamment en traitement de l'eau, parce que le traitement de l'eau, c'est un ajout de produit et ça consomme aussi bien en électricité. En gaz, en électricité et forcément en eau. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. On va aller faire un petit plouf. Allez, on y va. Du 10 mètres? Si vous voulez. Habillé? Ouais, habillé, on y va. Allez. À quelques pas de là, les Jeunes Rives. C'est là que le Festineuch s'installe chaque année et c'est là que nous allons poursuivre notre enquête. En 2016, plus de 45 000 personnes ont assisté à cette manifestation qui nécessite, je pense, une consommation d'électricité assez importante, non? Indice essentiel, depuis 2013, Festineuch analyse sa consommation d'énergie et met en place des mesures d'économie. François Dreyer est notre deuxième témoin. Qu'est-ce que ça consomme un festival comme ça? 4 scènes, 45 000 festivaliers. On a le sentiment que ça doit être quelque chose quand même. Ça ferait environ 10 ménages qui auraient consommé de l'électricité pendant toute une année. Si on n'avait pas de festival, on n'aurait pas cette augmentation-là, quoi. Absolument. Par contre, je pense qu'on aurait peut-être enclenché la télévision pour passer une soirée sympathique. Puis à ce moment-là, on aurait peut-être consommé un peu plus à la maison plutôt que de le faire ici. Et globalement, sur l'ensemble du festival pendant 4 jours, quelle consommation? Alors c'est, on va dire, 32 à 35 000 kWh pour l'ensemble du festival. Si j'avais l'installation photovoltaïque du stade de la Maladière à disposition, il faudrait qu'elle tourne un mois à pleine puissance pour qu'on puisse avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire les 4 jours de festival. Ce qui a été mis en place maintenant depuis 4 ans, c'est un comptage spécifique qui nous permet d'identifier qu'est-ce qui est consommé et où et quand.
Avec ces éléments-là, ça nous a permis d'identifier par exemple que les scènes représentent grosso modo 40% de la consommation. On a toute une partie logistique qui représente aussi une part assez importante. Dans les paramètres intéressants qu'on a pu constater, c'est qu'entre 2014 et 2015, la puissance moyenne qui est utilisée sur la scène, on a baissé d'environ 10% la puissance. Alors c'est lié à quoi? On baisse le volume? Comment ça se passe? Bien sûr. Non, on a complètement diminué, on éteint 3 lampes sur 4. Non, ils sont venus avec des infrastructures techniques, notamment dans l'éclairage. Parce que c'est la plus grosse part de la consommation sur une scène. Et avec ça, on a vu une baisse significative de la puissance. Alors dans une journée type du festival, quand est-ce qu'on a consommé le plus? J'imagine aussi sous la grande scène peut-être. Sur la grande scène, l'augmentation de puissance, elle est très faible. C'est 10% de plus de consommation sur un spectacle. Mais par contre, quand on allume tout, c'est aux alentours de 10h, 11h qu'on a les pointes de puissance les plus élevées. Un festivalier, quel impact il a directement lui sur l'énergie alors? Le festivalier, lui, ne peut pas faire grand-chose. Il est là, il consomme. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est au travers d'un petit environnement, un petit site, c'est de leur expliquer ce que ça représente. Puis si par hasard, ils ont retenu un petit truc, puis qu'à la maison, ils viennent, puis qu'ils essayent de l'appliquer, ou bien qu'ils essayent de comprendre quelque chose, c'est gagné. Ça, c'est gagné. Bon François, assez parlé, on va se boire une petite bière? Moi, je pense que c'est le bon moment. Allons-y. Si on analyse toutes les données sur la consommation globale d'électricité, on remarque qu'après avoir été en augmentation presque constante, la consommation est en diminution depuis 3 ans. Cette année, la baisse est d'environ 5% par rapport à 2015. Et la réduction de la consommation de la grande scène n'est pas étrangère à cette diminution. Les hôtels, est-ce qu'ils cherchent à réduire leur consommation d'énergie? Des hôtels éco-responsables, ça existe, non? Des hôtels éco-responsables, il en existe un peu partout en Suisse. Nos recherches nous ont menés dans le Valais, dans un petit village perché à 1300 mètres d'altitude. À Nax-Montnoble, nous sommes allés à la rencontre des propriétaires de Maya Boutique Hôtel. Lisa et Louis Papadopoulos ont souhaité construire un établissement à faible impact sur l'environnement. L'énergie nécessaire au chauffage de cet hôtel est fournie par des panneaux solaires et la chaleur d'un four à bois. C'est le premier hôtel 4 étoiles éco-responsable d'Europe construit en paille. Lisa Papadopoulos est notre 3e témoin. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce type de construction? Alors le choix du type de construction est parti d'une réflexion d'abord économique. D'accord. Vu le prix du pétrole, on a commencé à trouver des solutions alternatives pour nous assurer une stabilité dans nos frais pour les 10, 20, 30 années à venir. C'est-à-dire avant, vous n'étiez pas du tout écolo, vous jetez vos cigarettes par terre? Non, on a toujours été, disons que très cohérent dans notre façon de vivre, très conscient par rapport à l'écologie, sans être extrême. Disons que cette construction en paille nous a vraiment aiguillés sur une démarche, autant dans la conception et la construction que dans la gestion ensuite de l'exploitation. Pourquoi la paille alors? Alors la paille est un excellent isolant. Nous avons besoin de très peu d'énergie pour chauffer les bâtiments. Nous avons installé des tubes solaires pour chauffer l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Ensuite, vraiment dans les mois très froids où il y a peu de soleil, nous avons un four à bois dans lequel nous cuisinons, mais avec lequel nous récupérons la chaleur et nous chauffons l'eau. Il n'y a pas de panneau solaire pour produire l'électricité par contre chez vous, hein? Alors pas encore, on a voulu se laisser un petit peu de temps pour voir au niveau de l'exploitation quelle est notre consommation qui est très basse. Par contre, nous avons des projets pour l'avenir, donc notamment de mobilité avec des voitures électriques qui à ce moment-là pourraient déboucher sur des projets de panneaux photovoltaïques. Et vous veillez aussi ici à proposer une carte dans votre restaurant très circuit local. Voilà, tout à fait. Donc nous profitons des producteurs locaux pour nous procurer des produits de qualité et de saison. Par exemple, la soupe de foin, qui est une ancienne recette traditionnelle dans les Alpes, qui était faite que ce soit en Autriche, en Allemagne ou en Suisse. Surprenant. Oui, c'est une recette surprenante et qui a été oubliée malheureusement. Donc nous l'avons reprise, revisitée et nous la servons désormais chaque semaine. C'est devenu un grand classique chez nous, très apprécié. Voilà Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on se retrouve dès le mois prochain et on parlera bien sûr d'énergie. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Au moins le skate, ça consomme que des calories.
C'était Eureka avec Viteos, toutes vos